So, good evening, everyone. I'm pleased to do this webinar. I'm not quite Bonsoir tout le monde, je suis ravie de participer à ce webinaire, de vous rencontrer. Je ne fais pas ce type de travail très souvent, donc j'espère être à la hauteur de vos attentes pour vous donner vraiment une compréhension plus élargie de certains éléments essentiels, à mon avis, dans le cadre de mon travail, du travail avec le corps et de la connaissance du traitement de la guérison. Après beaucoup d'années de travail et de pratique, hein, et après autant d'années, je me dis de plus en plus souvent que en tant que thérapeute bioénergétique, nous, on n'est pas les thérapeutes les principaux dans l'assistance aux patients. Nous, on assiste le thérapeute. Le thérapeute réel est notre corps, la vie dans notre corps. C'est là que nous avons vraiment la sagesse, l'intelligence, mais aussi la puissance intérieure. C'est là que on a la guérison, avec la guérison de la souffrance, des émotions. Les émotions sont considérées comme à l'origine de la plupart de la souffrance que nous avons autour de nous. Ça va vraiment au cœur de la psychothérapie et du processus de psychothérapie. J'ai préparé une présentation à PowerPoint qui devrait m'aider un petit peu, hein. Je suis pas, je ne parle pas anglais, je viens de Belgique. En fait, j'habite à Bruxelles et je parlerai plutôt français. Donc, c'est pas ma langue maternelle, l'anglais. Je vais essayer de faire mon mieux. Je vais partager mon écran, afficher mon écran. Voilà. Je ne vois pas très bien, hein. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. J'espère que vous voyez bien. Moi, je vois pas très bien la présentation. Il faut sélectionner le mode de présentation, en fait. Oui, c'est bon maintenant. Bon, ça y est, peut-être, hein. Parfois, il y a des petits soucis techniques. Bon, voilà le sujet que j'ai choisi ce soir. C'est la catharsis parce que j'ai une expérience personnelle liée à ça depuis longtemps. Pendant mes études de psychologie, lorsque j'étais une étudiante, j'avais environ 22 ans, j'ai vécu un moment très traumatique dans ma vie. Je me sentais très mal et je désirais même arrêter ma vie, hein, me tuer. J'ai commencé la thérapie, c'était en 74, 75. J'ai eu l'intuition de m'adresser à la thérapie bioénergétique au lieu de la thérapie humaniste. Il a fallu beaucoup de temps. Il est important d'écouter le corps, de voir le travail du corps. Cela nous aide beaucoup dans la catharsis. Donc, je suis rentrée dans le tunnel et enfin, j'ai vu la lumière au bout du tunnel après une expérience de catharsis très, très forte.
C'était là que, comme Louise l'a dit, j'ai participé à un cours intensif. C'était vraiment intensif, hein, mais c'était plutôt adéquat dans mon cas. Au début, c'était pas facile. Il m'a fallu beaucoup de temps pour traverser vraiment mes problèmes personnels. En plus, j'avais reçu une formation en bioénergétique entre 77 et 82 à une époque où on utilisait normalement le mode un peu plus traditionnel de la thérapie pour trouver la façon de libérer les émotions, de les exprimer. Donc voilà mon expérience en tant que formatrice au début. Pendant mon long voyage en tant que thérapeute et formatrice, j'ai développé bien évidemment avec beaucoup d'autres personnes et quand beaucoup d'autres personnes de nouvelles méthodes, de nouveaux modes de travail avec la bioénergétique. Et j'ai inclus dans ce cas-là mes connaissances par rapport à l'attachement et au traitement du traumatisme. Les émotions et les expériences cathartiques, à mon avis, sont très puissantes. Donc, elles ont vraiment le pouvoir de guérison. Voilà mon expérience lorsque j'ai fait la thérapie moi-même. Mais pourquoi est-ce qu'on utilise ce mot catharsis? À l'époque de Lowen, donc au début, on parlait plutôt de des charges émotionnelles. Voilà le langage qui était utilisé. Des charges émotionnelles. Aujourd'hui, lorsque on prononce le mot catharsis, beaucoup de personnes ont des fantasies par rapport à des choses qui sont très intensives, comme c'est le cas dans cette image. Donc, le cri primordial, par exemple. Voilà un exemple de approche cathartique de comment on conçoit le cri primordial. La catharsis contient en sens dramatique. Normalement, lorsque la personne parle de catharsis, on fait référence à une expérience intensive de décharge émotionnelle. Mais si l'on rentre un peu plus en profondeur et l'on analyse ce phénomène en profondeur, bon, je vous porte l'exemple de Andrzej Klopczyk qui a écrit un article, un essai, dont le titre est Catharsis and Self-Regulations Revisited Scientific and Clinical Considerations. Bon, catharsis et autorégulation qui est publié dans le journal de IBA de 2005. Selon sa définition, catharsis est la nouvelle formulation de la décharge émotionnelle. Cela signifie donc que le sens est le même. Il s'agit d'un changement d'état qui est lié à une extériorisation de l'affect et donc une décharge. La catharsis donc est une décharge émotionnelle. Les émotions, la catharsis, intensive ou non, sont des mécanismes psychocorporels involontaires par lesquels l'énergie excédentaire est expulsée et déchargée. Donc, même lorsque on a une certaine intensité, le son dramatique qui est lié à la catharsis, le sens est toujours le même. On parle toujours, on fait référence à une décharge émotionnelle. C'est comme ce que Angela Klopczyk a dit dans son essai. La catharsis et la décharge émotionnelle sont des mécanismes de autorégulation.
Il s'agit de l'intelligence du cœur, à mon avis, la sagesse de la vie qui traverse notre cœur et qui essaye de obtenir, de atteindre l'homéostase. Cela signifie que dans chaque organisme vivant, on a la tendance à préserver le niveau optimal de énergie et de excitation. Lorsqu'il y a trop d'énergie, automatiquement, il y a des mécanismes qui surviennent, qui créent une décharge. Ce sont des mécanismes de réflexe qui font de l'autorégulation. C'est pour cette raison que l'on parle de sagesse du cœur. L'autorégulation est un processus de auto-guérison. Cela a la puissance de auto-guérir. Il s'agit d'un point primaire, hein, à mon avis. Qui pourrait être connu en termes généraux par les personnes, mais dans la thérapie, dans le milieu thérapeutique, on ne tient pas normalement compte de la catharsis dans ce sens. Par contre, dans mon expérience personnelle en tant que thérapeute et formatrice, celui-ci est le sens le plus primordial. Le pouvoir de guérison des émotions vient de nos connaissances anciennes. Nous savons que le pouvoir de guérison des émotions a toujours existé. J'aimerais mentionner à ce propos-là deux cultures qui utilisent deux rituels de guérison différents. Ces rituels se retrouvent dans d'autres euh, civilisations depuis longtemps. Je fais référence, par exemple, à la civilisation Gnawa. Là, il s'agit d'une pratique d'une population originaire d'Afrique subsaharienne, du Maghreb. J'ai vu des vidéos qui montrent cette pratique, ce rituel de guérison. Et dans ces rituels, on invite une personne à avoir une expérience de catharsis à travers la musique, les percussions. Et ensuite, la population du chemin de l'Afrique du Sud aussi utilise cette pratique. Il s'agit d'une connaissance ancestrale qui existe depuis longtemps, depuis des millénaires. Le concept de catharsis a son origine dans la langue grecque ancienne. Ça dérive du grec ancien. Le mot catharsis signifie purification. On l'utilise dans la tragédie grecque pour faire référence à un rituel de décharge. En fait, la catharsis est le fait de la purification produite sur les spectateurs par l'art ou par une représentation dramatique. En fait, la catharsis est un thème que l'on retrouve aussi dans l'art, dans la tragédie grecque. C'était très commun dans le 5e siècle avant Christ. En plus, la catharsis est aussi l'effet de la purification selon Aristote. Donc, c'est la purification causée sur les spectateurs par l'art. Donc, on retrouve le sens de la catharsis dans la tragédie grecque, mais aussi dans l'expérience du spectateur. Le fait de assister à une scène, à une représentation, peut avoir sur le spectateur un effet de
catharsis. Cela existe toujours, hein. Il y a beaucoup de séries à la télé, beaucoup de films qui génèrent aujourd'hui un effet cathartique. Il s'agit d'une expérience cathartique. Il peut y avoir aussi d'autres sens qui peuvent être attribués à cette expérience-là. Bon, quelle est l'explication de la bioénergétique? Voilà l'un des éléments clés de ma leçon de ce soir. D'abord, il faut remarquer que d'après mes connaissances bioénergétiques, l'émotion est au cœur du continuum entre cœur et esprit. Cœur et esprit ne sont pas séparés. L'émotion est au cœur de la relation entre cœur et esprit. Nous avons donc des sensations, des émotions qui sont liées aussi et expérimentées dans notre corps. Ensuite, il y a aussi notre concept. Il s'agit d'un élément, d'un concept anatomique comme Reich l'a décrit. Il s'agit d'un processus de catharsis anatomique qui définit le réflexe orgastique. Je vais revenir sur ce concept très intéressant. Je vais vous montrer à propos de ça certaines vidéos du processus anatomique de la catharsis. Il s'agit vraiment d'un réflexe et la sagesse du cœur est à même de élaborer et de montrer les émotions. Comme Reich l'avait dit, ce réflexe affecte entièrement le corps. On le retrouve dans tout le corps et dans chaque élément du corps. Par exemple, lorsque on a une respiration libre et profonde, cela est aperçu. Cela est aussi présent dans la décharge émotionnelle. J'ai quelques vidéos à vous montrer à propos de ça. Bon, en fait, je vais vous montrer la vidéo maintenant. C'est peut-être le bon moment. Bon, ça va très bien. On peut voir cette vidéo. Évidemment, j'ai demandé la permission à cette personne pour pouvoir la partager. Il s'agit d'une vieille vidéo où il y a des réflexes, des tremblements spontanés qui sont la véritable représentation de la sagesse du corps et du processus de guérison. C'est la partie qui exprime la sagesse du corps, celle que vous voyez ici. Vous voyez, cette personne, dès le début, était euh, très rigide. Elle a rallongé ses jambes et petit à petit, le corps commence à montrer ses mouvements qui sont concentrés surtout dans la zone pelvique. Mais ce n'est pas toujours facile d'arriver à voir ce type de réflexe que nous avons réussi à saisir, à capturer dans cette vidéo. Vous voyez, les mouvements deviennent de plus en plus au fur et à mesure devient plus forte. La tête aussi n'est pas tout à fait impliquée, mais elle commence à bouger elle aussi. Après, il y a aussi un mouvement rectilien de la partie supérieure du corps. Et donc, la personne, maintenant, est en train de sourire car il s'agit d'une expérience agréable. C'est exactement la vie du corps, la vie, la vitalité qui atteint
toutes les parties du corps. Et l'origine de cette vague de mouvement est le sol pelvique. Et après, là, vous voyez aussi dans cette courte vidéo le réflexe, encore avec le mouvement qui origine du mouvement pelvique, se développe sur la tête jusqu'à arriver aussi dans la partie plus basse des genoux. Là, vous voyez la tête qui se rallonge à l'arrière et le corps qui fait des contractions et des extensions en alternance. Et là, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Voilà, c'était tout. Merci pour avoir montré ma première vidéo. Après, je vais vous montrer une deuxième vidéo qui montre le même réflexe et tout ce qui concerne le travail anatomique, c'est-à-dire ce réflexe orgastique. Il y a de la respiration qui comporte l'implication des 4 diaphragmes. Nous connaissons le principal qui est celui du thorax. Après, il y a le diaphragme cervical au niveau du cou et crânienne. Et enfin, celui pelvien. Et cette vidéo montre la respiration et en quelle mesure les 4 diaphragmes pulsent en même temps pendant la respiration. Et de manière plus légère, vous allez voir aussi le réflexe orgastique. Alors, vous pouvez voir ici qu'il y a la respiration qui permet de faire bouger les différents diaphragmes et qui vont stimuler le plancher, le plexe nerveux. Nous avons 7 plexes neurovégétatifs là. Vous avez celui au niveau crânien. Après, nous avons le crânien au niveau de la tête, où il y a la langue. Le diaphragme du thorax, la base de l'abdomen. Et enfin, le diaphragme du plancher pelvien. Et vous voyez, les diaphragmes bougent et s'arrêtent en même temps. Dans la vidéo, on explique le mouvement du diaphragme thoracique, comment il bouge et quels sont les organes impliqués. Le diaphragme pelvien bouge et décrit le réflexe orgastique à chaque inspiration et expiration. Lorsqu'il y a une décharge émotionnelle, ce réflexe devient encore plus évident. Là, vous voyez le mouvement de la tête. Et tous les mouvements qui accompagnent la respiration. Et une fois de plus, ici, on voit dans cette animation le mouvement et la respiration. Merci encore pour avoir partagé la vidéo.
Alors, pourquoi est-ce que j'ai montré ces deux vidéos? Parce que cela nous permet de mieux connaître quelle est notre connaissance de réflexe à travers le mouvement. Alors, si on songe à la décharge d'émotions, de mouvements au niveau du bassin, de la tête et du corps dans son ensemble, nous arrivons à mieux comprendre ce que Reich a découvert il y a une dizaine d'années. Hum. Elle s'excuse parce qu'elle a effacé son partage de l'écran. Elle s'excuse pour ce petit problème technique. Et voyons si j'arrive à revenir à l'arrière. Au tout début de ma présentation, je vais essayer à partager à nouveau ma présentation en PowerPoint. Nous voilà. Alors, ce que là, j'avais compris à l'époque, concernant le processus anatomique d'inhibition de ce processus est clair parce que nous avons compris qu'il y a une inhibition aussi de la respiration et après il y a la décharge d'émotions. Donc il s'agit d'une inhibition qui a lieu à travers tension musculaire chronique. Mais nous savons que en réalité, cette inhibition ne comporte pas seulement des inhibitions musculaires, mais aussi d'autres régions de notre corps. Après, il y a une restriction de la respiration qui évidemment est liée à l'aspect moteur, à l'inhibition émotionnelle et évidemment aussi à l'inhibition sexuelle. Et en effet, Reich avait découvert un lien entre inhibition sexuelle, émotionnelle et respiratoire. Voilà. Venons maintenant à Lowen, sa contribution et comment voit-il l'émotion, le sentiment. Non seulement en tant que concept bidimensionnel, mais au contraire en tant que concept à trois dimensions avec des éléments liés entre l'esprit, la réalité et le corps, et donc l'aspect relationnel, une nouvelle dimension qui a été intégrée grâce à l'analyse bioénergétique. Chaque émotion est sans doute un événement corporel car elle comporte une sensation, un mouvement, une décharge. Mais en même temps, il y a aussi une représentation à travers des paroles. Et l'émotion présente aussi un aspect relationnel parce que lorsqu'on ressent une émotion, on se sent lié avec quelqu'un d'autre. Et donc, il y a toujours la présence de quelqu'un d'autre qui comporte un lien relationnel. Évidemment, ce n'est pas un focus de ma présentation, mais c'est un plaisir pour moi de vous présenter l'aspect tridimensionnel de l'émotion, du sentiment chez Lowen. Après, nous avons une forte contribution de Lowen à l'analyse bioénergétique et de Lewis, et on parle aussi du grounding, et après, ce que nous appelons le ventre relaxé ou ventre déboutonné. Si vous vous souvenez, la vidéo que nous avions vue au niveau du plancher pelvien et de la tête,
donc les deux extrémités de mouvement de cette décharge d'émotions. Et dans les deux extrémités, il y a un lien. Elles sont liées entre elles. Elles sont liées au choc céphalien dont Louise nous parlait. Donc, la tension musculaire autour du diaphragme cervical. C'est une position très tendue. Et après, je vais revenir sur l'idée du ventre relaxé d'ici peu. Bon, je crois avoir perdu une diapo sur l'enracinement, le grounding. Le grounding est un concept primaire dans l'analyse bioénergétique qui, sans doute, a des racines aussi dans des pratiques anciennes, ancestrales même. Le grounding est ce qui nous permet d'être liés au niveau énergétique avec le sol. Il nous donne plus de sécurité, transmet une sorte de sécurité à notre corps, comme lorsque nous sommes chez nous. Le grounding, ce lien peut être représenté aussi une liaison au système électrique qui pourrait être interrompue, par exemple, s'il y a un tonnerre et cette explosion porte une interruption du courant. Mais il faut remarquer aussi que le grounding, l'enracinement, ne comporte pas la présence de grandes masses musculaires dans les jambes, mais plutôt de jambes sensibles à des sensations, à des émotions. Voilà ce qui est vraiment important. Et maintenant, je vais vous parler du ventre ouvert, ventre déboutonné, le unbuttoned belly, une expression en anglaise qui est liée au réflexe orgastique à laquelle Lowen était très lié. Et chaque type de tension au niveau du plancher pelvien et de l'abdomen est lié en quelque sorte à une émotion. Et l'intention à la base de tout ça est d'arriver à bloquer le réflexe orgastique. Et après, là, vous voyez une autre signification de grounding, enracinement. Parce que le grounding est lâcher la prise, est baisser son centre de gravité physiquement et émotionnellement, être lié à notre ventre, non seulement enraciné au sol, mais aussi à notre plancher antérieur, notre plancher pelvien, nos entrailles, notre intestin. Dans ce sens, être groundé implique de ne pas vivre seulement dans la tête et dans le haut de son corps, mais être bien centré au niveau de la gravité, dans le bas du corps, de l'abdomen jusqu'aux pieds. Être dans son propre hara, dans ses tripes, pour ainsi dire, avec le ventre déboutonné, c'est-à-dire grand ouvert, pas renfermé, pas crispé. Alors là, je vais vous voir la dernière phrase qui vient de Lowen. Lâcher prise désigne le fait de s'autoriser à descendre, car nous nous maintenons inconsciemment à une certaine hauteur. Nous avons peur de tomber, peur de la déchéance, et donc nous avons peur de nous laisser aller et donc de céder à nos émotions. Et j'insiste sur ce point car je crois que l'inhibition, ce lâcher-prise dans les entrailles, représente quelque chose qui est présent dans beaucoup d'entre nous, qui est commun à beaucoup de personnes. Et maintenant, je voudrais aussi ajouter
quelques aspects qui sont liés à la connaissance scientifique plus moderne du ventre des émotions qui nous sont offertes par Michael Gerson, qui a écrit The Second Brain, le ventre est notre deuxième cerveau, parce que nous tous savons que nous avons un deuxième cerveau dans notre ventre. Voilà, ici, nous avons la photo de Michael Gerson. Là, vous pouvez lire qu'il est un professeur au département d'anatomie et de biologie cellulaire de l'Université de Columbia aux États-Unis. Et il souligne que dans nos entrailles, nous avons un système nerveux entérique très similaire à celui de notre cerveau. Les intestins préserve tout ça. Et dans son livre, dans sa recherche, il affirme en effet que la région abdominale, généralement, est associée aux fonctions d'assimilation émotionnelle. Par exemple, il souligne qu'il y a des structures similaires aux neurones dans le système nerveux entérique. Et ce que je trouve vraiment spectaculaire est qu'il y a des neurotransmetteurs, tout comme dans notre cerveau principal, dans la tête. Et ces neurones produisent 95% de la sérotonine, un neurotransmetteur très important, comme vous le savez, pour ce qui concerne le cadre des émotions. Cela veut dire que lorsque les intestins sont très serrés, tout cela a un impact aussi sur la production de la sérotonine et donc aussi sur notre état émotionnel. Michael Gerson nous explique en réalité que ce cerveau nerveux entérique serait à même de mémoriser, c'est-à-dire il semble être capable de garder des souvenirs émotionnels et donc de participer aussi à la phase onirique pendant le sommeil. Bon, excusez-moi, Dor. Notre cerveau entérique dans l'abdomen élabore nos émotions et donc il est impacté par les émotions. Il a une mémoire, donc nos intestins, et là c'est un autre mot pour décrire cette partie de notre corps, gardent les archives de notre vie émotionnelle. Comme donc, on va parler des intestins, du ventre, des entrailles, c'est-à-dire d'un point qui n'est pas intellectuel, mais qui travaille sur les émotions. C'est juste l'opposé de l'intellectuel. C'est l'opposé de la connaissance abstraite, plus théorique. C'est plutôt lié aux sensations, aux émotions. Et d'après moi, c'est très important de le mettre en rapport avec la connaissance que nous avons aujourd'hui de ce ventre ouvert, déboutonné, que l'Owen nous a offert. Et alors, je crois que le moment est venu pour faire une petite expérience. Alors là, je vais arrêter mon partage et j'ai préparé une petite expérience qui concerne justement ce point, c'est-à-dire l'ouverture de notre ventre fermé, cet unbuttoned belly qui nous permet de mieux comprendre tous les mots que je viens d'utiliser. Ce sera pas très long, mais vous pouvez le faire avec moi, début ou assis. Assis peut-être, c'est plus pratique et facile à suivre. Alors là, je vais vous montrer
comment j'ai essayé d'aider quelques-uns de mes patients pour arriver en ouverture de la respiration et donc aussi du ventre. Il faut trouver une position confortable, assis avec les pieds bien appuyés sur le plancher. En cas de besoin, on peut utiliser aussi un support pour le dos. Ce qui est important est que la position soit confortable. Tout d'abord, fermez vos yeux et essayez d'observer votre respiration sans essayer de le modifier. Ne faites pas des changements, n'utilisez pas aucune technique. Il faut juste rester là et observer sa propre respiration. Observez comment votre corps respire, car le corps respire en toi, chez toi, constamment. Donc, il suffit de te connecter tout simplement avec ces vagues, ces mouvements, là où le corps bouge. Peu importe, il ne faut pas chercher de respirer au mieux. Il faut juste ressentir l'air qui rentre en toi et qui après va ressortir. Après, faites quelques mouvements avec la tête si cela peut vous aider à mieux apercevoir votre tête, vos épaules. Ouvrez, refermez vos épaules. Petit à petit, cela va vous porter quelques nouvelles sensations dans le dos, vers le haut, vers le bas. Penche-toi en avant, en arrière. Et après, quand tu expires, essaye de faire quelques mouvements au niveau du ventre. Un peu comme lorsque on rit. Ce sont des petits mouvements comme ça, afin de activer la partie inférieure du ventre. En phase d'expiration, donc il faut respirer 2 ou 3 fois. Après, laissez que l'expiration arrive spontanément. Je vous laisse tester 2 ou 3 fois cette opération. Alors, répétez-le 2 ou 3 fois et après, observez à nouveau votre respiration. Peut-être il y a quelque chose qui a changé, ce qui est positif. Peut-être vous le ressentez mieux maintenant. Je ne sais pas si vous le ressentez un peu plus, si vous ressentez plus l'expiration ou l'inspiration. Et maintenant, je vais vous dire ce que vous devez faire et après vous le faites. Parce qu'on ne peut pas rester connecté à la respiration et après ressentir sa propre respiration. Voilà donc les instructions. Alors, en phase de expiration, retenez-la jusqu'à ce que vous arrivez. Gardez la respiration le plus possible. Et je fais avec vous en même temps. Et maintenant, observez encore une fois votre respiration. Connectez-vous avec vous-même et vous voyez, essayez de comprendre où va la respiration, telle qu'elle est. Observez la respiration sans rien modifier.
On prend quelques minutes, je vous laisse un peu d'espace afin que vous puissiez vous connecter en vous-même, à votre intérieur. Et maintenant, arrive le moment où je veux te guider dans l'exercice. Donc, en phase de expiration, essayez de suivre cette expiration en descendant dans cette opération de expiration. Parce que si on laisse l'expiration aller toute seule, elle va vers le bas et on risque de ne pas le ressentir. Mais il faut ressentir les petits mouvements parce que lorsqu'il y a l'expiration, on tend à descendre avec le corps. On va le répéter encore 2 ou 3 fois. J'utilise cette image de la descente pour arriver en bas, se renfermer un peu vers le bas. Permettez à la gravité de descendre, d'aller vers le bas. Et après, petit à petit, votre corps pourra renforcer ce mouvement de descendre, de s'effondrer un peu et aller vers le plancher pelvien. Comme ça. Au niveau anatomique, vous allez créer une courbe que votre corps va suivre. Il suffit de se concentrer uniquement sur l'expiration, cette action d'effondrer vers le bas, et le corps fera le reste. Si vous croyez pouvoir le faire, vous pouvez aussi vous effondrer dans cette opération d'expiration et émettre le maximum d'air afin de rallonger cette expiration, la rendre encore plus longue, comme si tout vouliez écraser jusqu'au fond toute l'air qui arrive de la partie inférieure du ventre. Donc l'écraser pour la faire ressortir. Un peu de force. Il faut exercer un peu de force, mais il ne faut pas répéter cette opération plus de 3 fois. Après, on revient délicatement au mouvement. On s'enfonce dans l'abdomen, dans la zone pelvienne. Lorsque on inspire, on peut apercevoir le mouvement du diaphragme pelvique. Bon, j'espère que vous avez
fait l'expérience ou au moins une petite pause pour votre esprit, mais aussi pour votre cœur. Parce que ça fait du mal toujours de regarder l'écran, écouter. Aussi, ça peut nous fatiguer. Et donc, c'est toujours bien de prendre un petit peu de temps. Et avec ça, je reviens à la présentation. J'ai un cœur, certains diapos, certains points sur les émotions que je désire vous présenter. Depuis longtemps, nous sommes à connaissance du rôle que le système limbique joue. Voilà. Voilà l'image du système limbique qui se trouve dans notre cerveau. Il est responsable des émotions. Il s'agit aussi de notre système d'alerte lorsque un danger est aperçu. Il y a plusieurs structures qui sont engagées dans le système limbique. C'est pour ça que l'on parle d'un système, parce qu'il y a plusieurs structures. Il se trouve au milieu de notre cerveau, au-dessous de la cortex, qui est dite la structure supérieure, et ensuite le tronc encéphalique, qui est la structure subcorticale, qui se trouve au-dessous de la cortex. Donc, nous, on regarde le système limbique et les émotions pour avoir la confirmation scientifique du fait que les émotions sont essentielles dans la vie des êtres humains et dans notre comportement, aussi bien que dans notre psychologie. Le système limbique est responsable des émotions. Il est mûr et sa maturation a eu lieu beaucoup avant la cortex. L'émotion, en fait, est primordiale en termes de développement pour les nouveau-nés. Donc, avant de penser, on ressent des expériences. Beaucoup de personnes savent déjà cela, donc je m'excuse si je simplifie trop, mais je voulais partager cette idée. Nous savons que la cortex commence sa phase de maturation autour des 12 mois de vie lorsque le système limbique est déjà mûr. La maturation finale des composantes spécifiques de la cortex est très importante. Ça est très important surtout pour notre capacité d'avoir des réflexes. Dans ce cas-là, la maturation a lieu à 2 ans et demi. Cela signifie que jusqu'à ce moment-là, les enfants subissent beaucoup l'influence des émotions et du système limbique. Les émotions sont à même d'affecter tous les systèmes cérébraux qui contrôlent le comportement. Ce n'est pas le contraire. Depuis longtemps déjà, nous savons que nous ressentons et donc nous pensons. Ce n'est pas vraiment le cas de dire que nous sommes et donc nous pensons. Cela signifie que le développement de l'enfant suit un processus du bas vers le haut, c'est-à-dire du corps vers l'esprit.
Le deuxième point scientifique très important pour nous est que le système limbique se développe et se forme grâce à l'empreinte de l'expérience émotionnelle. Tout cela commence par l'expérience, par les expériences que nous avons au niveau de l'utérus jusqu'aux 2 ans de vie, 3 ans de vie. Ça signifie que la période, le moment de la vie où les êtres humains sont très proches aux menaces de vie ou de mort, lorsque l'être humain dépend complètement d'un autre être humain, il est complètement vulnérable, il a des besoins essentiels de sécurité. Tout cela est causé par ce système. Il est bien de reconnaître l'anxiété, la peur. Tout cela est modelé sur la base des expériences qui ont lieu jusqu'à l'âge de 2 et 3 ans. Les émotions peuvent être liées à des moments critiques de notre vie. Nous savons qu'il y a des moments essentiels dans la vie des êtres humains où les expériences sont plus intensives. On a des expériences d'anxiété et d'activation émotionnelle intensive. Après, il y a des moments de crise, il y a le traumatisme, tout cela contribue, même dans la vie adulte. Il y a des activations très intensives et des moments de traumatisme, et cela peut avoir un impact sur le système limbique. Dans la deuxième partie de la présentation que je désire vous montrer, j'aimerais partager mes expériences en tant que thérapeute de analyse bioénergétique. Je pense que la catharsis et la décharge émotionnelle sont un processus de guérison, même lorsqu'il y a une expérience traumatique. En effet, lorsqu'il y a un traumatisme, l'émotion représente un défi. Il s'agit d'un danger pour le système. Donc, on est dans un état de danger. C'est comme s'il y avait une lumière, un feu rouge. Lorsque un cœur doit rester congelé pour survivre, nous savons que les émotions sont aperçues comme un danger. C'est là que on a le défi à relever. C'est pour cette raison qu'il y a toujours une relation entre catharsis et traumatisme. J'aimerais partager avec vous une expérience. Je parle de la relation entre catharsis et traumatisme. J'en ai beaucoup parlé dans mes séminaires, dans mes ateliers, mais aussi dans la formation en bioénergétique, parce que les thérapeutes d'analyse bioénergétique disent que l'expérience cathartique affecte les patients traumatisés. On a développé des méthodes, mais c'est un sujet un peu difficile à expliquer parce qu'il y a aussi d'autres approches thérapeutiques au-delà de l'analyse bioénergétique. Et lorsque on suit une approche différente, l'idée est que un cas d'expérience traumatique, les émotions doivent être gérées de façon différente par rapport au cas où il n'y a pas d'expérience traumatisme. Ce qui est vrai, hein.
Et il faut rappeler que lorsque on a une expérience traumatique, la décharge émotionnelle joue un rôle essentiel. Donc, je vais vous présenter la relation entre catharsis et traumatisme maintenant. Je vais essayer de présenter ce concept d'après une perspective de analyse bioénergétique. Ce n'est pas la seule perspective, en fait, ce n'est pas la seule approche, mais voilà ce que je désire partager avec vous. Donc, on commence par l'idée que la catharsis fait partie du pouvoir de auto-guérison du cœur. Il s'agit d'un traitement naturel des chocs de la vie effrayante. Le corps a les moyens pour guérir toutes les blessures, même les blessures émotionnelles. Le cœur est à même de guérir les blessures et de gérer les émotions. Mais il ne faut pas que nous, on s'occupe directement de la décharge émotionnelle au lieu du patient. On doit tout simplement soutenir le patient au moment de la décharge émotionnelle. Je disais au début qu'il y a une relation entre l'esprit et le cœur. Il s'agit vraiment d'un seul élément nécessaire pour élaborer les émotions par notre assistance, par notre soutien, à condition qu'il y ait de la sécurité. Donc, on a besoin de sécurité et on trouve la sécurité à travers certains gestes du cœur. Il y a des gestes qui peuvent augmenter et réduire la sécurité dans notre cœur à travers des sensations somatiques et à travers des effets physiologiques. Nous savons que les sensations corporelles sont des éléments qui peuvent vraiment déterminer la dysrégulation qui va dominer l'état émotionnel. Donc la sécurité, l'insécurité, la peur, l'état de congèlement nous fait perdre d'autres sensations corporelles. On va perdre le sens du soi. Nous savons que la perception du soi, du sens du soi, est beaucoup plus profonde par rapport aux sensations corporelles. Et on vient aussi à la respiration ventrale. Il s'agit de lutter contre l'insécurité et obtenir une sensation qui puisse redonner de la sécurité. Voilà ce que la respiration fait. Et ensuite, l'ancrage, l'enracinement. Après, le maintien. Il s'agit d'un autre exemple. Il peut s'agir d'une relation, d'un coup de main. Voilà les manœuvres que nous utilisons dans l'analyse bioénergétique pour créer de la sécurité. Et après, nous avons également la sécurité relationnelle. J'essaye de lister certains niveaux. Dans ce cas-là aussi, ils peuvent donner une sécurité relationnelle. La sécurité relationnelle a lieu à travers le corps du thérapeute qui joue un rôle essentiel. Le système limbique peut s'apercevoir d'un danger à travers le tronc cérébral et donc le système limbique crée une connexion
non verbal entre système limbique et système limbique. C'est pour ça que le corps du thérapeute est autant important. Donc, le corps du thérapeute doit être disponible avec de l'énergie. C'est l'énergie qui est nécessaire pour garantir un ancrage au patient. Après, en termes de proximité physique, on peut aussi parler de sécurité. C'est la proximité physique entre le patient et le thérapeute. Lorsqu'il y a eu une expérience douloureuse, on a besoin d'une proximité cœur à cœur pour contenir ce niveau de douleur qui a été expérimenté. Sécurité, ça signifie engager le cœur avec le cœur. Tout cela peut être spontané pendant une séance. Il y a une technique qui s'appelle back-to-back et qui est utile pour créer ce type de sécurité. Et il y a aussi d'autres éléments qui nous permettent d'engager le cœur. Cela signifie que nous, en tant que thérapeute, on offre un container additionnel pour contenir l'expérience émotionnelle du patient. En plus, pour la sécurité relationnelle, on a aussi besoin de la disponibilité émotionnelle spécifique du thérapeute. C'est la disponibilité émotionnelle qui est nécessaire pour faire face aux expériences traumatiques du patient. Le thérapeute doit aussi ressentir une partie des émotions du patient sans les porter en soi. La disponibilité émotionnelle change selon le thérapeute et selon sa propre vie. Tout ce que j'ai partagé avec vous ce soir euh, est ce que j'ai développé au fil du temps. Parfois, je me suis trouvée à ne pas être disponible pour mes patients parce que vous savez que nous avons aussi des limitants. Et ensuite, ce qui reste, c'est une connexion entre système limbique et système limbique. Cela signifie que le thérapeute peut être touché dans le même moment. Le thérapeute ressent et vit l'expérience du patient. Il peut donner de la sécurité à tous ces niveaux pour accompagner le patient dans son expérience émotionnelle, sans que cela puisse submerger trop ou trop engager le thérapeute. On a besoin donc de bien structurer l'enracinement et de donner une bonne structure aux patients. Pendant certaines séances avec mes patients, je me suis aperçue du fait que il y avait un niveau de énergie généré par mon cœur. J'avais aperçu peut-être en danger. Ça va aider les autres. Et dans certaines occasions, ça trouve de l'énergie, ça trouve du courage, un courage qui parfois n'est pas disponible dans la vie quotidienne. Désolée, je ne vois pas de diapo. Laissez-moi contrôler. Il manque une diapo, hein. Désolée.
j'aimerais aborder brièvement la sécurité relationnelle en termes de histoire collective. Parce que nous savons qu'il existe une relation entre sécurité, psychothérapie et traumatisme. Je pense que dans certaines cultures, il y a des modes conjoints de faire face aux émotions. C'est ce qui est nécessaire pour guérir le traumatisme. Aujourd'hui, on peut encore dire qu'il existe des pratiques culturelles telles que le fait de se réunir aux funérailles d'une personne décédée. Il s'agit d'une pratique culturelle. Il s'agit d'avoir euh, le temps de partager un moment de tristesse. Le pouvoir, la puissance de la collectivité est très, très forte et reconnue lorsqu'il y a un traumatisme. Il y a toujours des pratiques collectives comme les pratiques des rituels que je vous ai présentés par rapport aux populations de l'Afrique. Ces rituels aident les personnes à réduire le stress émotionnel. On utilise parfois de la musique aussi à ce but. Mais ma sensation personnelle est que cette collectivité a été un petit peu perdue. Nous avons un petit peu oublié la puissance de la collectivité pour faire face aux émotions. Et aujourd'hui, il pourrait y avoir des incompréhensions par rapport au fait de présenter des émotions intensives qui peuvent faire peur, qui peuvent être interprétées comme quelque chose de faux. Voilà ce qui est présent aujourd'hui dans l'opinion publique. J'ai aussi présenté la méthode TRE pour réduire l'impact de l'imprinting traumatique et du stress du cœur. La méthode est aussi utilisée et elle était utilisée dans des situations de collectivité. Après, dans le monde occidental, cela a été traduit dans une pratique individuelle en à en. Donc, on a un petit peu perdu la collectivité. On essaye de reconstruire cette méthode de pratique collective pour se soutenir réciproquement. J'espère que dans le prochain futur, on pourra développer davantage des pratiques avec une méthode de connexion collective pour faire face à tout type de traumatisme et aux émotions qui ont besoin d'être accompagnées. Pour présenter cette partie de ma présentation, je vous montre la troisième vidéo, le troisième film. Il s'agit d'un documentaire qui a été enregistré il y a beaucoup d'années. C'est l'histoire de Mamadi Keïta du Sénégal qui revient à son village après 30 ans d'absence. Donc, cette personne est revenue à son village d'origine. Vous allez voir dans le film son expérience émotionnelle très intensive qui est partagée par la collectivité. C'est très naturel, hein, dans cette culture. Il s'agit de l'expression naturelle des émotions et d'émotions très fortes. Donc, il s'agit de rester à proximité, d'embrasser des copains, des amis, toutes les personnes du village. Je vous montre la vidéo. Merci.
Après la traversée du fleuve Baffin, mon village se rapproche. Après avoir traversé la fleuve, on est presque arrivé, le village est proche. J'ai envie de revoir Je me là où demande je suis comment il a né, changé. les J'aimerais villages vraiment où je voir jouais le lieu avec où mes je petits suis né. poupées. Ma mère, mon Ma père mère sont morts. et mon père Aujourd'hui, sont morts. je vais voir Mais je vais voir mon frère, mes frères, ma soeur et mes toutes les amis, amis. ma sœur. I don't know if the sound is loud enough. I don't J'espère hear que it vous well, entendez but le son suffisamment. I hope you hear it. Bien, j'imagine que vous avez pu voir, mais surtout écouter les expressions, les personnes qui se jetaient au sol, toutes les personnes autour de lui. Ce serait très beau de pouvoir recevoir à chaque fois ce type d'accueil, d'ouverture même. Ce qui demande donc la nécessité de pouvoir partager cet amour collectif qui malheureusement n'arrive pas chez nous aujourd'hui, sauf pendant quelques moments thérapeutiques et évidemment à l'exception de quelques petites communautés. Mais je dois dire que chaque fois que je revois cette vidéo, je suis toujours émue. Maintenant, je voudrais partager avec vous un autre sujet.
je voudrais parler de la signification de l'accompagnement des personnes qui ont subi un traumatisme, surtout du point de vue émotionnel. Alors là, j'ai trouvé une description assez dure, même si ce n'est pas toujours comme ça, mais accompagner une personne traumatisée au niveau émotionnel n'est pas facile. Pour ceux qui ont vécu leur vie dans la tête, c'est un processus long et agonisant parce que en essayant de libérer, de lâcher les muscles, on lâche aussi la rage, la peur, le deuil qui ont été ensevelis, peut-être avant de la naissance ou dès la naissance. À nous, nous allons trouver des animaux comme morts à cause du manque de nourriture ou parce qu'ils ont été maltraités. À cause d'une punition, pendant trop de temps, la créature se comporte comme une créature neurotique, sauvage, qui ne connaît pas l'amour. Petit à petit, la créature approche l'être humain en amitié. Il en comprend les instincts mieux et grâce à cela, il devient son guide vers une vie spirituelle et naturelle. Ceci a été écrit par Maria Goodman et l'image est aux soins de Britton Rivière. Et avec cette citation, nous sommes arrivés à la fin de ma présentation et j'espère que, entre-temps, vous avez déjà préparé quelques questions pour moi. Je suis prête, en effet, à répondre à toutes vos questions. Et avant de conclure, je veux citer une autre phrase. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles ont vécu des expériences émotionnelles négatives, dans certaines sensations, ils disent de se sentir désintégrés. Et cette phrase, je l'adore. Se casser souvent, se sentir en morceaux souvent, mais pas comme la porcelaine, mais plutôt comme les vagues. Se briser comme une vague, se briser en tant que renouvellement, car c'est le renouvellement de l'énergie qui nous garde en vie. Très bien. Et alors, j'ai terminé ma présentation. Louise, est-ce que tu as des questions pour moi? Oui, c'est bien. Merci, Louise. C'est beau de t'avoir ici à mon côté. Alors, voyons tout d'abord la question de Héloïse. Je m'excuse pour mon anglais qui n'est pas si beau. Je viens de Milan. Est-ce que la catharsis dans le traumatisme... Pardon, est-ce que tu peux répéter parce que j'ai pas bien entendu? Elle a répondu. Alors, tu m'entends mieux? Oui, beaucoup mieux. Alors, elle nous dit... La catharsis dans le traumatisme pourrait-elle être comparable au pouvoir d'auto-guérison similaire au processus de défense chez Freud, par exemple, la projection ou le déni d'un traumatisme? Après, il dit, je sais qu'il s'agit de processus très opposés, mais peut-être que l'esprit
et le corps cherche à se protéger en fonction des mécanismes d'adaptation. Mais je crois que Freud a identifié la catharsis dans la sublimation, dans l'expression artistique comme l'art, la musique, l'aventure ou d'autres disciplines. Alors je crois que elle est en train de nous demander si la catharsis est un processus similaire au processus de défense expliqué par Freud. Je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir bien compris ce qu'elle est en train de nous dire, mais je sais que la présentation de ce webinaire est liée à la catharsis émotionnelle, une forte expérience corporelle qui implique soit l'esprit, soit le corps. Mais après, il y a aussi d'autres modalités. Et pour participer à quelque sorte de catharsis, parce que cela veut dire extérioriser une émotion, on peut le faire aussi à travers la parole. Et Freud a découvert que parler était très utile pour décharger, pour la décharge. Et voilà donc exprimé aussi au niveau des arts, des beaux-arts, cela peut devenir une ultérieure modalité pour pouvoir exprimer une signification et donc, dans un certain sens, décharger l'énergie, mettre l'énergie dans une autre art expressive. Ce sont toutes des modalités cathartiques lorsque elles sont liées à des sensations végétatives. Voilà le point. Angela Klops a décrit ça dans sa recherche. Et les recherches qui existent montrent exactement que au niveau thérapeutique, lorsqu'il n'y a pas une réaction végétative, lors du moment thérapeutique, il n'y a pas de changement. Donc, le changement a lieu à partir de cette expérience végétative que nous pouvons avoir en lui donnant un nom, en parlant ou en nous exprimant en quelque sorte, comme le faisaient aussi les Grecs, par exemple, lorsqu'ils allaient au théâtre, lorsqu'ils sont émus et qu'ils allaient au théâtre, lorsqu'on est ému par l'expérience d'une autre personne. C'est une expérience qu'on dit cathartique parce qu'on regarde les émotions. Il y a plusieurs types de modalités. Il y en a plusieurs. Je ne suis pas une psychothérapeute avec orientation corporelle, mais ma conviction est justement que celle-là est la modalité la plus profonde pour organiser au mieux la vie dans le corps, pour récupérer toute la vie qui réside dans notre corps. Cela n'est pas toujours possible parce que nous savons que lors des expériences traumatiques, il peut y avoir la retraumatisation lorsqu'on arrive à un niveau si profond, car l'esprit-corps rappelle le danger lié à cette émotion parce que elle dit, ah, tu t'en souviens lorsque tu es seul, ou si tu es seul, tu peux avoir peur, mais si tu as quelqu'un qui te soutient, tu peux arriver à supporter tout ça. Mais on a plusieurs modalités. Il y a des personnes qui ont subi des traumatismes, ont une modalité artistique pour arriver à la guérison, afin de pouvoir préserver la vitalité, la vie qui euh, qui se trouve dans son corps. Après, pour ce qui concerne Freud, si j'ai bien compris la question qui nous a été posée, ce type de décharge émotionnelle que vous avez vu dans ma courte vidéo, lorsque il la regarder, il croyait que ce n'était pas la meilleure modalité à suivre parce que d'après lui, il fallait suivre la sublimation, chercher une modalité plus sophistiquée, plus civilisée, entre guillemets. Et c'était son point de vue. Évidemment, je ne veux pas rentrer dans une controvertie avec mes patients. Mais il s'agit aussi de cultures différentes. Et nous le savons, oui, certaines personnes risquent de rester bloquées dans des expressions si intenses parce que les personnes répètent et répètent et répètent à l'infini.
car ils vont se trouver en plein milieu de quelque chose. Il y a quelque chose qui manque et sont bloqués dans cette chose. Et alors, dans ce cas-là, il pourrait être utile poser des questions plus sophistiquées. Alors, Louise dit qu'elle voit une autre question d'un autre participant, Maria Cristina, qui demande, avec des patients boulimiques et anorexiques où la perception du corps est erronée, d'où faut-il partir avec l'analyse bioénergétique? La perte du felt sense, du perçu dans le corps est dans le corps. Et dans l'analyse bioénergétique, nous avons plusieurs modalités pour faire bouger le corps. Et une qui est très importante, qui est liée à la perception du soi, aux sensations corporelles. Il faut revenir aux sensations corporelles. Et alors, tout d'abord, avec ces patients-là, j'irai dans cette direction. Mais il faudrait tenir compte aussi de l'histoire personnelle de chacun de ces patients et naturellement, il faut avoir aussi un point d'accès au niveau relationnel. Oui, d'accord, merci. Maintenant, nous avons une autre question. C'est la question de Catherine Granados. Alors, que penses-tu du fait que la notoriété ou la mauvaise réputation dont souffre aujourd'hui le processus cathartique en bioénergétique, comment recommandes-tu de traiter ce problème avec la communauté bioénergétique? C'était important pour moi d'aborder ce moment car lorsque j'ai découvert le traumatisme, j'ai travaillé sur la formation. Nous avons travaillé surtout au niveau corporel, lâcher prise dans certains situation, j'ai trouvé des collègues aussi à l'université qui étaient beaucoup plus en avant par rapport à moi concernant la connaissance du traumatisme, des émotions, de la catharsis. J'ai eu un peu peur. Et alors, je me suis dit, attention, je dois me concentrer un peu plus sur l'aspect relationnel pour avoir plus de sécurité sur l'aspect relationnel, justement. Et après, j'ai aussi appris le concept du titrage, c'est-à-dire la façon dans laquelle on conseille d'inclure les émotions dans la thérapie sur le traumatisme. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'il y a un danger de retraumatisation, le point relationnel, comme je viens de le dire, est très important et j'ai développé cette présence afin de mieux aider et assister le corps. Mais il y a aussi le titrage, c'est-à-dire il faut posséder des techniques à utiliser lorsque l'émotion arrive, surgit et qui est donc fortement présente. Et alors, il faut des outils pour revenir à la sécurité. Et alors, si j'ai compris que j'ai trop appuyé sur l'accélérateur, petit à petit, je reviens en arrière. Et quand j'ouvre cette petite porte, je l'entrouvre et après, je la referme. Après, il y a plein de techniques de rêve REM, de la méthode TRE, mais l'utilisation du titrage et le fait d'arriver à s'arrêter lorsqu'il le faut est important parce que c'est important qu'une personne puisse bloquer cette émotion sans aller au-delà, sans perdre le sens de sécurité physiologique dans le corps. Ces techniques ne sont pas très diffusées, mais si vous n'avez pas ces techniques, attention, le titrage ou l'expression doit être fait avec beaucoup de lenteur parce que lorsqu'on exprime la rage, si on le fait de manière très rapide, on est beaucoup plus proche au traumatisme, tandis que si le mouvement est fait de manière plus lente, alors nous allons réduire le risque et nous travaillons
avec plus de sécurité. Je ne peux pas tout présenter ici dans ce webinaire parce que ce sont des formations à part, hein, mais je vais essayer d'expliquer qu'il faut rentrer dans le traumatisme par petites doses. J'ai développé une unité de travail qui me permet d'aider les personnes à rentrer au moment où elles ressentent la peur et après qu'elles sont à même de revenir en arrière, sans aller jusqu'à fond, pour ne pas aller à fond dans l'émotion, mais je le fais afin d'arriver à donner un titrage de l'anxiété, entrer, sortir. Et après, je supporte la personne, je lui garde, je tiens sa tête, sa main, afin que la personne puisse percevoir une sensation de sécurité. Et puis, je m'approche de plus en plus pour pouvoir travailler dans ce sens. On a compris que tu as une forte passion dans ce sens, on l'aperçoit. Après, nous avons une autre question de Joachim Martin. La catharsis que nous expérimentons dans la catharsis bioénergétique en tant que processus de auto-guérison, de inside qui s'accompagne, est-ce qu'elle a quelque chose en commun avec la catharsis qu'on a aussi pendant une expérience psychédélique? Est-ce que tu crois qu'il y a aussi de nombreuses similitudes, des moments en commun? Attends, c'est pas fini. Du point de vue thérapeutique et relationnel, est-ce que ces pratiques pourraient être abordées de manière similaire, c'est-à-dire à travers la sécurité offerte par les liens thérapeutiques? Bon, il s'agit d'une chose innovante. Les expériences psychédéliques, on vient de recevoir de nouvelles informations par rapport à ces nouvelles méthodes qui peuvent être utilisées à travers l'administration de substances psychédéliques comme la kétamine, l'ayahuasca par exemple, des substances qui sont déjà utilisées de façon légale dans certains pays. En Belgique, pour l'instant, la psychothérapie assistée par des substances psychédéliques est en phase d'expérimentation, mais en réalité, ces expériences arrivent ces pratiques produisent des expériences très intenses comme dans la psychothérapie. Et donc, je peux dire qu'il y a déjà des éléments communs. Je connais en effet des personnes qui ont déjà suivi des rituels en utilisant le ayahuasca et la substance, évidemment, produit un effet. Mais l'effet est intégré au sein d'un rituel ayahuasca qui porte au réflexe orgastique dont nous avons déjà parlé et qui peut provoquer le rituel ayahuasca. Le vomissement, par exemple, nous savons peut-être un élément orgastique, c'est-à-dire faire sortir quelque chose, le traumatisme. Et donc, du point de vue physique et anatomique, le rituel ayahuasca ouvre vers l'expérience émotionnelle, vers une véritable décharge. Et à tout cela, il faut rajouter l'effet de la substance psychédélique. Et je crois que pour certains, le rituel psychothérapeutique puisse les aider. Tandis que chez d'autres personnes, on aura besoin d'un autre rituel avec en plus la substance psychédélique. Et donc, il y a des personnes qui tirent plus d'avantages d'une approche psychothérapeutique et d'autres avec une approche avec la subministration de substances psychédéliques. Je me réfère à des pathologies telles que la dépression grave résistante, qui donc peut demander une intervention plus intense
Et donc, on ne choisit pas l'analyse bioénergétique comme approche, mais plutôt d'autres méthodes, disons, plus fortes pour donner vie à des réflexes, à des effets dans le corps qui puissent mener à une sorte de auto-régulation. Voilà, c'est mon opinion. Après, il y a des commentaires. Héloïsa, qui avait déjà posé la question avant, il dit merci beaucoup. Maintenant, j'ai compris. Le corps est fortement impliqué dans le changement. Merci, Héloïsa, pour avoir partagé tout ça avec moi. Après, il y a un autre commentaire de la part de Salvatore qui nous dit, il y a déjà des études sur les conséquences des communications émotionnelles uniquement à travers des moyens numériques. Moi aussi, je voudrais connaître ces études. Euh, Répond Louise. Et si vous avez des références biographiques, cela serait très utile. Après, nous avons aussi Maria Christine qui fait un commentaire sur l'exercice que nous avons fait ensemble. Après le premier exercice, durant lequel nous nous sommes focalisés sur l'expiration, j'ai ressenti une forte profondeur suivie par la courbe perçue dans le plancher pelvien. Donc, j'ai perçu la description de effondrer dans mon abdomen. Merci beaucoup, c'est ce que je voulais. Après, nous avons aussi la question de Diana qui demande, peut-on contacter le professeur pour avoir des supervisions ou des visites en ligne? Ah non, c'est pas possible, malheureusement. Ou est-ce que vous avez des indications sur les ateliers, les workshops, sur les techniques? Oui, j'ai un workshop qui s'appelle Catharsis et émulation, pendant lequel j'essaie d'expliquer quelques-unes des méthodes que j'utilise. Mais s'agit d'un workshop résidentiel. Mais je dois dire qu'en ligne, c'est un peu difficile car c'est une méthode qui engage premièrement le corps. Donc, ce n'est pas facile d'arriver à remplacer la modalité en présentiel avec une modalité en distanciel. Donc, j'évite de travailler en ligne. Ah, je comprends, a répondu Louise. Après, nous avons encore un autre commentaire de la part de Ostéo10, son adresse email. Alors, félicitations. En ostéopathie, on donne beaucoup d'importance au diaphragme, soit du côté somatique et émotionnel que structurel. Et donc, en travaillant sur l'un des diaphragmes, après quelques minutes depuis le début de la thérapie, le patient ressent une respiration plus profonde et tout change. Alors, je voudrais savoir si cette intervention est faite de manière directe, sans l'utilisation de mots ou aussi avec des paroles, des mots. Bon, la réponse de Violaine est que cette expérience peut être unique, combinée. Alors, je peux poser une question au patient. Par exemple, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent? Parce que nous savons que le corps et le langage, à travers l'intégration du système limbique et du cortex, sont intégrés. Et nous voulons de toute façon ouvrir une connexion et une communication entre le système limbique, non limbique, système verbal, non verbal, corps à corps. Et l'intégration est très importante et elle peut avoir lieu aussi à travers l'utilisation des mots. Pietro, avant de traiter le corps, est-il utile de faire une position de grounding ou bend over? Oui, c'est important aussi. C'est une manœuvre phréno-vagale faite avec le corps. Et nous tirons les informations, des informations de la théorie polyvagale
car il s'agit d'un frein vagal qui utilise le système ventro-vagal qui et maintenant, l'exercice que je voulais vous expliquer m'échappe. Mais donc, c'est un exercice bend over avec le frein vagal. Donc, il y a un projet dans lequel je voudrais écrire ce mouvement, c'est-à-dire le bend over utilisé en tant que frein véno-vagal. Après, il y a la question de Christine. En tant que thérapeute, nous aussi, nous devons connaître nos corps. En Italie, les psychologues étudient à fond le cerveau, mais très peu le corps. Moi, j'ai participé à un cours de formation autogène et j'ai beaucoup appris aussi pour des explications. euh, des explications. Merci pour avoir parlé du corps du thérapeute parce que souvent on parle de corps sans connaître le soi, le moi qui est dans le genre. Et dans la formation de bioénergétique, tout d'abord, il faut apprendre l'aspect expérientiel et après la partie clinique. Et donc, ceux qui participent à nos cours de formation et qui pratiquent des expériences pour arriver à mieux comprendre leur connexion avec le corps grâce à l'entraînement autogène représentent les bases de l'analyse bioénergétique. On ne peut pas accompagner un patient sans avoir une profonde connexion avec son propre corps. Au contraire, l'accompagnement psychique et émotionnel n'aurait pas une base adéquate. Donc, nous avons besoin d'une véritable connexion au corps. Le thérapeute doit être connecté avec son propre corps. Voilà une condition prérequise primaire pour pouvoir traiter ses clients. Et donc, merci à Christina pour avoir parlé de ça. Oui, parce que c'est l'ADN de l'analyse bioénergétique, la connexion avec le corps, la manière dans laquelle nous faisons notre pratique, notre entraînement autogène qui nous sert aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'autres thérapeutes qui puissent avoir la même formation et qui soient disponibles pour les patients. Nous avons encore beaucoup de commentaires. Il y en a beaucoup en italien. Je ne peux pas les traduire. Nous avons juste une minute à notre disposition. Donc, Violaine, je te passe la parole afin de terminer le webinaire. Si tu as du plaisir que tu veux. Non, je t'ai dit dire au lieu de demander parce que mon cerveau pour l'instant n'est pas connecté. Je suis moi aussi un peu fatiguée. Bon, je crois avoir tout dit. J'espère que ce webinaire a été intéressant pour tout le monde. Maintenant, moi aussi, je me sens plus relaxée, plus sereine pour ce webinaire que nous avons vécu ensemble. Sans doute, moi, j'aurais préféré une modalité en présentiel pour pouvoir vous voir, pour mieux observer vos visages, pour répondre aux questions directement. Ce sont mes modalités d'interaction préférées. Mais de toute façon, je suis heureuse qu'à travers cette expérience, nous avons pu partager nos connaissances et partager nos expériences. Merci pour tous les commentaires que vous avez partagés. Merci pour votre attention. Merci à toi, Louise, pour ton support. Violaine, j'ai beaucoup apprécié ta présentation et merci pour avoir partagé tes connaissances avec nous et bonsoir à tout le monde.